Bonjour à tous. Je vais vous parler de numérique et d'environnement. Et en fait, on va se demander et pourquoi les apps écologiques, donc je suis vraiment dans le contexte mobile, mais pourquoi les apps écologiques, c'est pas encore automatique dans un contexte de limite planétaire ou d'urgence climatique. C'est une présentation qu'on a écrite à trois. Et bon, les plus âgés d'entre vous reconnaissent le clin d'œil à un slogan médical des années 2000. Les antibiotiques, c'est pas automatique, parce que je vais filer une métaphore médicale, il y a un problème, on va essayer de le régler. Et juste pour la blague, il se trouve que je suis véritablement docteur en informatique, pas en médecine. Donc pour la première fois de ma vie, j'utilise mon titre juste pour la blague de cette présentation. Voilà. Alors c'est quoi la maladie qu'on va chasser ensemble? C'est des logiciels, c'est la boulimie, on pourrait l'appeler la boulimie énergétique, et c'est une maladie chronique et silencieuse. Et c'est à ça qu'on va essayer de s'attaquer. Et alors, juste pour frapper les esprits, si vous prenez ce petit graphique où en ordonnée, vous avez l'éco-efficacité du logiciel, et en abscisse, vous avez les générations de logiciels, comment on a réussi à passer d'un programme qui fait à l'unir un module, d'accord, dans les années 70, à aujourd'hui TikTok, qui est considéré comme un des logiciels les plus énergivores selon les rankings de Green Spector, qui est une société nantaise qui fait de la mesure énergétique sur mobile. J'ai rien contre TikTok, mais il se trouve qu'il a une très mauvaise note d'énergie énergétique. Et donc c'est rigolo. C'est frappant de voir le contraste de ce qui s'est passé en fait en quelques générations de logiciels. Et l'idée, en fait, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas repartir dans l'autre sens, réinverser la courbe? Ça devrait être de la norme, en fait, d'essayer de réatteindre de l'éco-efficacité ou du green coding, etc. Donc je pense que c'est ça le sujet. Et donc, ce contraste-là, les gens ont commencé à en prendre conscience. Et en fait, si vous regardez donc, dans l'univers mobile, ça, c'est un rapport sur le rapport environnemental de l'iPad 10e génération qui a été publié en 2022. Les constructeurs, ils font leur part. On ne peut pas leur reprocher de ne pas faire leur part. Ça, c'est un graphique qui est tiré donc, de leur rapport. On trouve la même chose chez Samsung, hein, par exemple, où en fait, ils ont fait des efforts, vous voyez, ils se sont dit sur la fabrication, donc les matériaux et le processus de fabrication, grâce à des matériaux recyclés ou bas carbone, etc., ils ont fait des sacrés gains. Et également, pour toute l'électricité nécessaire à la fabrication des iPads, en utilisant une partie d'électricité propre, comme on dit, ils ont réussi donc à baisser leur empreinte carbone. Une empreinte carbone, ça s'exprime ici en équivalent de kilos CO2. Et le laps de temps qu'ils avaient pris dans leur étude, c'est 3 ans, parce qu'il se trouve que c'est la durée de vie à peu près d'un iPad avant que les gens le renouvellent. C'est vrai pour les smartphones aussi. Donc les gens, ils gardent à peu près 3 ans. Et si vous regardez bien, ils font leurs efforts, mais ce qui ne bouge pas, sur lequel personne ne travaille, c'est la charge de l'iPad ou l'iPad ou de l'iPhone, enfin bref, du smartphone ou de la tablette. Or, c'est là que les gens donc, qui sont au capital du libre peuvent agir. Enfin, je ne pense pas que vous fabriquiez des smartphones ou des iPads le week-end. Donc, je pense que le sujet pour nous, développeurs, développeuses, c'est de travailler là-dessus. On a peut-être un levier d'action sur cette partie-là qui n'a jamais été attaqué par les grands noms de la tech, en fait. Et le transport qui n'a pas bougé non plus. Et c'est vrai que si on regarde l'univers des apps mobiles, je ne sais pas, à penser à vous-même ou à vos adolescents, etc., on passe un temps, il y a presque 7 milliards d'utilisateurs dans le monde, c'est énorme, et on passe la plupart de son temps finalement à lancer des apps. Je compte le navigateur comme une app aussi, hein, pour accéder au web. Donc il y a des chiffres comme ça, qui 2h35 de temps de connexion passé sur mobile, 2h16 de temps quotidien passé dans le monde à cliquer et jouer avec des apps mobiles. Comparé, c'est écrasant par rapport à d'autres usages. Donc si vous voulez, c'est un bon terrain de jeu pour attaquer ce problème. On ne peut pas me dire, que les apps mobiles, c'est pas le bon sujet. C'est forcément par là qu'on peut tenter une décarbonation. D'accord ? Alors donc, du coup, l'idée, ce serait de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas aller, on est encore en 2024, on ne peut pas aller vers des apps mobiles dites éco-friendly? Et donc, pour contrer cette maladie donc, de boulimie énergétique, bon, il faut des incitations. Alors, j'aime bien cette phrase, enfin, je pense qu'elle est vraiment business. On n'a pas besoin de rendre les logiciels verts moins chers, nous devons rendre les logiciels non verts plus chers. Et ça, c'est ce qui est en train d'arriver. Alors, vous commencez à sentir bien les choses. C'est la réglementation qui va faire ça. D'accord ? Donc là, c'est vraiment un point business. Et
Par exemple, on commence déjà à parler de la RNE, la responsabilité numérique des entreprises, qui est une forme... Alors j'ai mis que c'était une extension de la RSE, pas vraiment, c'est un sous-composant de la RSE. Ça frappe de plein fouet les entreprises qui fabriquent du logiciel. Quelle est leur responsabilité sur ce qu'ils délivrent en termes de logiciel? C'est une question qui va se poser. Et donc la réglementation, elle existe déjà un petit peu. Alors on va voir si vous avez suivi l'actualité. Le régulateur a frappé et a créé ce qu'on appelle le référentiel général de l'éco-conception des services numériques, ce qu'on appelle le RGESN. Il y avait le RGAA pour l'accessibilité. L'État a pris ses responsabilités, donc c'est ce que je suis en train de dire. La réglementation arrive, d'accord, sur les sujets que je suis en train d'évoquer. Et ça, pour en faire quelque chose d'un peu sérieux, ils l'ont... c'est la version 2, là, qui est sortie au mois de mai. Ils l'intègrent à la loi qui va avec, parce qu'il y a une loi qui s'appelle RIN, réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Oh là là, donc il y a même une loi. Bon. Alors, je vous rassure tout de suite, ce référentiel, il n'est pas contraignant, mais parce qu'il n'a pas les moyens de l'être. Parce qu'en fait, les critères qui sont dedans sont beaucoup trop génériques. C'est une critique que je fais et que j'assume. Ils sont trop génériques, en fait, ils ne sont pas binaires. On ne peut pas dire, ok, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait. C'est oui, mais peut-être que je sais pas, mais j'en sais pas. Et du coup, ils ne peuvent pas le rendre contraignant. S'ils avaient pu, ils l'auraient fait. Mais ils ne peuvent pas, en l'état, contraindre. On verra plus tard. Mais en l'état, ils ne peuvent pas. Moi, je pense, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est que je suis contre le référentiel général, je suis pour des référentiels dédiés. Les logiciels, sont pas tous équivalents. Donc je pense qu'il faut un référentiel pour les gens qui font des apps mobiles, un référentiel pour les gens qui font du web, un référentiel pour les gens qui font de l'IA. Ils ont voulu tout faire dans un truc global, mais ça marche pas. Enfin, je pense qu'ils vont se rendre compte que ça marche pas. Mais si on fait des référentiels dédiés, c'est ça qui va m'intéresser, donc mobile aujourd'hui, on pourrait imaginer réglementer et dire oui, ton app est éco-friendly ou non, elle ne l'est pas. Voilà. Et on pourrait même imaginer donc des sanctions à l'issue de tout ça. Alors, comment on fait ça? Je vais vous parler de code smell, ou en français, c'est pas terrible, mais c'est des odeurs de code, ou on peut aussi dire du code puant. Donc c'est des symptômes, donc on est dans la métaphore médicale, c'est des symptômes que quelque chose ne va pas dans votre logiciel, que vous êtes en train de construire. Alors j'ai proposé une définition dans un article, qui était que, alors j'appelle ça des green code smell. Bon, j'ai changé plusieurs fois de nom, mais bon. Les green code smell, qu'on peut voir comme des anti-patterns green, c'est en fait des choix de conception ou d'implémentation assez moisis, qui vont affecter in fine l'empreinte carbone de votre programme. J'ai pris empreinte carbone parce que c'est l'énergie, mais c'est pas que l'énergie en fait, donc j'ai englobé. Et comme en médecine, en fait, ces symptômes, ils sont visibles en surface dans votre logiciel, mais s'ils sont là, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'encore plus profond et que vous avez codé avec les pieds en fait, et qu'il faudrait même repenser complètement votre logiciel. Toujours pareil, dans une logique d'empreinte carbone. Alors en fait, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Combattre cette maladie, donc d'obésité, donc qu'est-ce que j'ai dit, de boulimie énergétique, on pourrait le ramener à de l'optimisation de code. J'aime pas trop le terme, mais bon, en fait, c'est ce que c'est. Donc, ça consiste à optimiser son code, et j'ai proposé ces 8 catégories, dont je suis sûr côté mobile, mais en fait, on voit bien qu'on peut probablement les transposer dans d'autres domaines, mais moi, je reste sur les typologies. Pour moi, les mobiles, c'est pas pareil que le web, c'est pas pareil que que le cloud, etc. La première catégorie, c'était les API optimisés, et l'idée c'est de substituer les API classiques par leur équivalent optimisé. Il se trouve que sur les plateformes mobiles, et de manière officielle, il y a des API qui se concurrencent entre elles, parce qu'elles sont censées être plus optimisées pour l'énergie. Donc la première logique, c'est de se dire, si je veux être éco-friendly, je vais les utiliser. Par exemple, il y a des composants UI qui sont prévus pour recycler les vues, qui n'était pas le cas il y a quelques années. Il y a des composants graphiques qui font du lazy loading, d'autres qui n'en font pas. On le choisit nécessairement, disons, l'idée c'est de choisir ces composants-là. En dessous, on a les fuites. C'est de se désallouer systématiquement les ressources acquises après usage. Bonne pratique classique. Par exemple, arrêter la lecture d'un capteur après son usage. Si vous oubliez de vous désabonner d'un capteur, vous avez une fuite de données. Bottleneck, donc goulot d'étranglement en français. Éviter que les données ou les traitements énergivores s'accumulent pour éviter le pic d'énergie qu'il va falloir à un moment donné déployer pour les évacuer. Ça peut être par exemple compresser des requêtes HTTP envoyées en serveur. La sobriété, alors ça en fait c'est le curseur entre l'expérience utilisateur
et la conso énergie. Il n'y a que le développeur qui peut choisir ça. Vous êtes OK pour dégrader d'une certaine manière le confort d'utilisateur au profit de l'énergie. Exemple classique qui est dans les documentations mobiles, hein, c'est d'éviter toutes les animations superflues. Vous ne faites pas d'animation, autres que celles qui sont natives évidemment, pas d'animation dans vos applications mobiles. Ok, on accepte. C'est moins joli, c'est moins fun, c'est moins cool, mais vous tapez moins dans le CPU. Vous voyez, donc ça c'est un critère qu'il faut choisir. Idleness, alors ça se traduit pas très bien, mais oisiveté. Est-ce qu'on peut pas sur un mobile adapter la consommation énergétique en cas d'inactivité? Par exemple, en fait, ça consiste à c'est deux exemples très connus. Il ne faut pas bloquer la mise en veille du CPU de l'écran. On verra, j'ai un exemple tout à l'heure, un mobile il va tomber en sommeil dès qu'il peut, pour des raisons d'énergétique et d'autonomie. Donc il faut garder ce principe-là. Le power awareness, on va dire, c'est réagir en conscience au niveau d'énergie disponible. Par exemple, conditionner vos traitements en fonction de l'état de la batterie. Qui fait ça? C'est une super idée. Il faut le faire, il faut le coder. Il faut dire, quand j'atteins tel ou tel niveau de batterie, je fais ou je ne fais pas certains traitements, ou je les dégrade, etc. Le batch, regrouper l'exécution de traitements coûteux d'un coup, donc traitement par lot en fait. Exemple, il y a tout ce qu'il faut sur les mobiles pour avoir un ordonnanceur qu'on laisse contrôler par le système et qui va accumuler des traitements et les exécuter d'un coup. Et le dernier, la release ou le relâchement, comment on peut compiler et distribuer l'app de manière optimale. Par exemple, on peut, c'est vrai sur iOS, c'est vrai sur Android, faire en sorte que l'utilisateur final ne télécharge, il ne s'en rend pas compte, hein, mais il puisse télécharger uniquement des ressources et du code spécifiques à son device. En fait, c'est pas le même bundle qui télécharge. Donc ça, en fait, c'est ça qu'il faudrait faire tout le temps. La notion d'automatique, elle est là. Il faudrait que tous les développeurs mobiles, enfin en tout cas, ceux qui veulent être éco-friendly et pas se faire taper sur les doigts par la réglementation, ils fassent ça tout le temps. Et ils appliquent ces règles-là. Alors, j'en ai fait du coup un catalogue ou un référentiel mobile Android et iOS qui contient plus d'une quarantaine de codes SMEL, les machins dont, alors je ne suis pas rentré dans les détails, mais il y en a une quarantaine, qui sont dans les catégories que j'ai montrées là. Il y a même une 9e catégorie dont je n'ai pas parlé, mais bon, peu importe, qui sont les catégories de symptômes. Et pour iOS, en fait, on en a trouvé 15 autres, qui sont en fait un portage, c'était logique, c'est les mêmes que pour Android, mais portés dans l'univers iOS. Je pense qu'on peut en trouver beaucoup plus. Et donc ça fait un catalogue. Et alors pour ceux qui connaissent, si vous vous lancez dans le Green IT ou Green, vous allez très vite tomber sur le collectif français greenIT.fr. Et eux, ils ont aussi un catalogue qui est un best-seller qui s'appelle, alors c'est la partie en vert, qui s'appelle, donc ça c'est l'URL, Best Practices là, c'était les 115 bonnes pratiques pour un développeur web. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Si vous rajoutez tiret mobile, vous passez à un autre catalogue, qui est celui dont je viens de parler, c'est les 50 et plus bonnes pratiques pour les développeurs mobiles. C'est la même démarche, en fait, c'est d'avoir un catalogue sur lequel on peut dire, voilà, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, quand on veut être éco-friendly. Voilà. Alors celui-là est très connu, les 115 bonnes pratiques web. C'était un livre au départ, qui aujourd'hui est en open source. Et j'ai la même approche pour la partie mobile. D'accord. Et tout ça est donc sous licence CC by NC ND. Alors je vous donne 2 exemples de symptômes techniques. Là on va rentrer un peu dans la technique. Voici un exemple de symptôme qui est dans la catégorie idleness. Keep screen on. Alors, dans les documentations iOS ou Android, on trouve, je vous la fais rapide, c'est évident que les téléphones, ils cherchent à tomber en sommeil et d'éteindre l'écran dès qu'ils peuvent, puisque c'est un composant très consommateur. D'accord ? Vous le savez très bien que donc ça va s'éteindre automatiquement. Par programmation, vous pouvez aller à l'encontre de ce mécanisme. Par exemple, sur iOS, il faut désactiver ce fameux timer, et en le désactivant, votre écran, dorénavant, reste allumé. C'est une très mauvaise idée d'un point de vue éco-friendly, on est d'accord? J'ai pas dit que c'est interdit, je dis juste qu'on peut pas faire ça et en même temps se prétendre être éco-friendly, c'est tout ce que je dis. Côté Android, on a un peu la même idée, on rajoute un flag qui s'appelle le flag Keep Screen On et qui va empêcher l'écran dorénavant, lorsque l'application est active évidemment, de tomber en sommeil. On peut le faire en XML également. Est-ce que vous êtes d'accord que ces codes SMEL puent, sont très malodorants ou sentent pas très bon dans une logique d'éco-friendly ou de green, je sais pas comment on traduit en français. Donc c'est ça qu'on va essayer de combattre. C'est pas, mais j'insiste dès maintenant, c'est pas interdit, mais dans ce cas-là, il faut pas se prétendre éco-friendly. Un deuxième exemple sur la géolocalisation.
par exemple, la bonne façon de faire ça, enfin la façon éco-friendly de le faire, bon, le top, ce serait de ne pas avoir de géolocalisation, mais ça, c'est hors sujet. Si vous en avez besoin, vous en avez besoin. Il se trouve que dans Android, on peut laisser le système choisir le best provider, donc le meilleur fournisseur de géolocalisation, c'est pas forcément la puce GPS, en mettant un critère, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, on peut lui donner un critère, moi je suis basse puissance, et j'avais même rajouté avec une granularité très grossière. Et on lui dit, bah voilà, trouve-moi le meilleur provider de géolocalisation, qui consomme le moins d'énergie et qui soit le plus grossier possible. Bah, ça c'est bien. Ça c'est bien dans une logique d'éco-friendly. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on fait comme ça sur Android, et sur iOS, c'est la même idée, mais techniquement c'est pas la même chose. Sur iOS, il y a deux techniques. Vous voyez, il y a une propriété qui s'appelle la précision désirée, et on peut lui dire des centaines de mètres. Vous voyez, on est plus grossier, c'est l'équivalent de coarse dans Android. On est grossier, on accepte une géolocalisation grossière, on n'a pas besoin d'être au mètre près peut-être. Vous voyez? Donc on dégrade, ça c'est la sobriété, puisque c'est la catégorie sobriété, puisqu'on fait un curseur, on dégrade un peu l'expérience utilisateur, mais on accepte au profit de la consommation d'énergie. Il n'y a que le développeur qui peut choisir ça. Et alors ça, moi j'étais pas un spécialiste iOS, mais on peut lui donner un type d'activité, et ça c'est fitness, même si c'est pas vrai, hein. C'est que vous êtes en train de demander la géolocalisation pour une activité de type fitness, comment on appelait ça, je cherche exercice physique, et quand on choisit cet exercice physique de type fitness, il fait deux choses. Il croit que vous faites de l'aérobic en fait, il update beaucoup plus rarement, il rafraîchit beaucoup moins la géolocalisation, tous les 100 mètres ou tous les 200 mètres, au lieu de le faire tous les mètres. Et il désactive aussi en intérieur, quand vous êtes indoor, il désactive complètement la captation des informations. Donc vous voyez, rien que de mettre, même si c'est faux, mais de mettre vous faites semblant que votre type d'activité c'est fitness, vous réduisez énormément la consommation de data et d'énergie de la géolocalisation. Mais c'est un choix que vous devez faire. Donc ce serait ça les codes smell. Des odeurs, des bouts de code qui puent d'un point de vue de l'éco-conception. Bon, une fois que si on adhère à ce principe, ce qui est, je sais pas, j'essaie de vous convaincre que ah ouais, on pourrait faire comme ça en fait partout et tout le temps. Il faut faire l'examen clinique, et c'est-à-dire diagnostiquer les symptômes en continu de ce que je suis en train de raconter. C'est ça le challenge scientifique aussi. Si c'est pour le faire dans un coin, sur une appli, on s'en fout. Il faut le faire à l'échelle mondiale, tout le temps. Et c'est là qu'on rentre déjà dans une culture qui serait la... Alors, il y a plusieurs termes, mais on va l'appeler la Dev GreenOps. C'est que l'équipe médicale, elle doit adopter cette culture-là pour verdir le logiciel de bout en bout. C'est le DevOps à la sauce Green, en fait, si vous voulez. Et il y avait un livre blanc qui avait été écrit par GreenSpector, là, en 2024. C'était assez intéressant parce qu'il vous montrait certains outils et il essayait de les positionner dans ce cycle DevOps. Et il se trouve que, sauf si je dis des conneries, tout ça est 100% français. On est plutôt bon sur ces sujets-là. Alors moi, je vais vous parler... Bon, j'ai un peu spoilé, mais c'est dans mon dos. Je vais vous parler du premier outil qui s'appelle EcoCode, mais nos amis de GreenSpector qui sont à Nantes, Scaphandre de Hublot, pour ceux qui connaissent, Power API, Carbonifère, EasyVirt, etc. Bon, qui sont placés à différents endroits, ça peut être discutable, hein, qui sont placés à différents endroits de cette boucle infinie du DevOps. Donc, l'idée, c'est d'embrasser la culture Green DevOps. Alors, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, il faut faire de la revue de code automatique, repenser au titre. Hein. Les apps écologiques, c'est pas automatique, le mot automatique est très important. On va essayer d'automatiser le passage en revue du code des gens pour dire ça pue et ça pue pas. C'est ça le challenge. Et ça, en fait, ça s'appelle de l'analyse statique de code. Et on va essayer de chercher tous ces défauts de code. On peut voir ça comme des défauts aussi. Hein. Ces défauts de code spécifiques à Android et iOS. Là, j'en ai montré deux, hein, la géolocalisation et puis le fait de ne pas accepter que l'écran tombe en sommeil. Et pour ça, l'idée stratégique, c'était d'étendre Sonar. Pour faire ce type d'analyse. On ne pouvait pas repartir d'une page vierge, ce serait trop compliqué. Et donc voilà, on va se dire, on a Sonar, c'est chouette, mais il lui manque complètement cet aspect-là. C'est l'angle mort total de ce genre d'outil, ça n'existe pas. Donc on va le faire, et comme on a bien bossé, Sonar a fait un communiqué en parlant de nous,
en disant, bah ouais, c'est une bonne idée en fait de traiter cet aspect aussi là, qu'ils ont mis sous le terme sustainability. Moi je dis green, et eux ils disent ça, c'est durabilité du logiciel en fait. Et je pense qu'ils sont dans cette démarche de dire, bah, c'est pas déconnant en fait de faire ce qu'on faisait pour la maintenabilité, la sécurité, etc., mais on peut le faire pour le green aussi. Donc on est assez satisfait du résultat. Alors du coup, comme on se plug dans Sonar, alors c'est là où je sais pas si... Voilà, j'étais sûr qu'on verrait pas grand-chose. Bon. Mais disons qu'on hérite de tout le fonctionnement d'un outil comme Sonar, c'est-à-dire que pour le chef de projet, il voit en fait le nombre d'erreurs, parce que les codes SMEL détectés deviennent des issues, donc des problèmes, et il voit en fait les problèmes apparaître, il obtient une note, qui est une note en fait de qualité, donc il y a un lien avec la dette technique aussi, donc bon. A, B, C, D, E, F, etc. Et il y a ici un concept qu'on hérite qui est super, qui est la porte de qualité. Est-ce qu'on a atteint un niveau de qualité suffisant pour délivrer ou pas le logiciel? C'est ça l'éco-friendly. Est-ce qu'on est assez éco-friendly pour être autorisé à mettre l'application mobile sur le store? C'est ça que le régulateur il veut savoir à la fin, en fait. Enfin, si la régulation arrive, c'est ça qu'elle va vouloir savoir. Est-ce que vous avez une bonne note de qualité écologique, en fait? Donc c'est possible en procédant de cette manière-là. Là, on voit rien du tout. Bon, pour ceux qui connaissent, une fois qu'on a un score pour son application, on peut zoomer, et là vous voyez rien non plus, mais on peut avoir le détail du problème. Et dans Sonar, on nous dit où est le problème, il vous dit à la ligne qui contient le problème, et surtout pourquoi il y a un problème. Et là on revient à mon catalogue, il y a une description compliant, non compliant, mais pourquoi tu as fait une erreur? Faut pas juste laisser en disant tu as fait une connerie et puis ciao. Donc il y a quand même une explication sur mais pourquoi c'est pas bien, par exemple pour la géolocalisation, etc. Donc il y a une phrase qui lui dit voilà, tu devrais plutôt faire ça. Il n'y a pas de correction automatique parce que Sonar, pour l'instant, mais c'est en train de changer, n'avait pas de quick fix. Donc c'est à vous de corriger manuellement, mais vous comprenez, l'idée d'après, c'est aussi de corriger automatiquement toutes les bases de code mondiales qui contiennent des codes SMEL écologiques. Mince. Alors, le problème qu'on a, si je voulais, c'est qu'on fait rentrer des ronds dans des carrés. Sonar n'a jamais été prévu pour faire ça. Ce qui fait qu'en fait, on avait nos erreurs, nos issues écologiques, elles sont remontées dans la maintenabilité, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais on n'avait pas le choix, puisque Sonar n'est pas prévu pour faire ça, en tout cas pour l'instant. Et c'est pour ça qu'en parallèle, je m'étais amusé à faire une interface graphique véritablement customisée de Sonar, non officielle, hein, clairement non officielle, prêt pour ce jour-là, où on est green, où j'avais des ours pour les portes de qualité, j'avais, vous voyez, des notes environnementales et sociales. J'ai pas le temps d'en parler, mais on peut faire la même idée pour des codes SMEL sociaux, et dans ce cas-là, on a la totale, on a l'environnement et le social, et donc là, on a le numérique responsable dans sa globalité, mais j'ai beaucoup moins travaillé là-dessus, donc j'ai pas implémenté, si on a implémenté un code SMEL social, on pourra en rediscuter. Et vous voyez ici, ce projet contient 4 erreurs, issues, écologique ou environnemental. C'est pas pour autant que le projet est à jeter, vous voyez, le projet a passé la porte de qualité. Faut pas être un ayatollah. Mais l'idéal étant d'avoir 0 erreur écologique. Donc cette interface graphique-là, je l'utilise que pour faire des démonstrations techniques, pour dire « Ah ouais, c'est chouette quand c'est customisé, mais on peut pas le faire en entreprise, évidemment. » C'est totalement bidouillé, en fait. Alors, maintenant, on va rentrer un peu dans le détail, mais comment ça marche, ce truc-là? Parce qu'il faut quand même rentrer un peu dans le détail. C'est la clinique, en fait. Voilà ce que la clinique propose. Elle propose un diagnostic automatique. Et pour ceux qui sont intéressés, donc, comment marche cette clinique, en fait? On a ouvert qu'une unité de soins sur les 3, parce qu'on aurait pu en ouvrir 3, mais je vais vous expliquer pourquoi. On n'a pas du tout attaqué la partie Sonar Cloud, qui aujourd'hui s'appelle SonarCube Cloud. Bon, il y a encore quelques jours, elle s'appelait Sonar Cloud. Tout simplement parce qu'on ne peut pas faire des extensions. Notre idée d'extension et de plugin, elle ne peut pas marcher sur Sonar Cloud. Donc c'est réglé. En revanche, on nous dit souvent, pourquoi vous avez attaqué SonarCube et pas SonarLint, qui est un autre produit de chez Sonar. Ça peut se discuter, mais en fait, l'idée c'est que ça a vachement de sens du fait du SonarLint dans la sécurité. Parce qu'il faut repérer les erreurs au plus tôt. Il ne faut pas attendre qu'ils soient arrivés dans SonarCube. Dès qu'on tape en fait dans son IDE et qu'on fait une erreur de sécurité, il faut la repérer maintenant. C'est pour ça qu'ils ont créé SonarLint. Pour l'écologie, c'est pas l'urgence, c'est pas au moment où j'écris mon code dans mon IDE, c'est pas grave si la ligne elle est pas flaguée immédiatement.
En tout cas, tout ça remontera de toute façon au niveau des chefs de projet dans SonarCube. Vous voyez, l'urgence, elle est un peu moins forte. Peut-être qu'on le fera, c'est-à-dire qu'on fera une extension pour SonarLint, mais on s'est vraiment consacré sur SonarCube, dont le slogan, c'est votre allié en fait pour la qualité de code et la sécurité de code. Et maintenant, si vous suivez la présentation, ils vont se lancer sur, mais également la durabilité la durabilité de votre code. Donc c'est chouette. Et le plugin en EcoCode Android purement Java, qui traite les projets Android Java, il est déjà sur la marketplace. Et celui d'iOS n'est pas sur la marketplace. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser, c'est juste un jar qu'on déploie, mais il n'est pas officiellement sur la marketplace. Donc voilà, donc nous pour l'instant on travaille vraiment sur les plugins SonarCube. Pour ceux qui connaissent un peu, vu qu'on est une clinique, on a acheté un IRM, c'est-à-dire un scanner, pour passer le code au scanner. C'est comme ça que ça marche en fait. Donc dès qu'on a un bout de code, ici c'est un petit bout de code iOS, je vais le passer dans un gros scanner, dans un gros IRM, qui va me montrer la colonne vertébrale du patient, qu'on appelle un arbre de syntaxe. Ceux qui font des linters, etc., connaissent ce fonctionnement. Donc ça crée un arbre de syntaxe abstrait, un AST comme on dit, on le parcourt, et on essaie de trouver les problèmes dont je parlais tout à l'heure. Voilà comment ça marche techniquement, et ça fait un rapport d'erreur, ou un rapport médical qui dit « Ah bah, le problème c'est keep screen on, j'en ai parlé tout à l'heure, il se trouve dans le fichier hello.swift, à la ligne 76-77, sa sévérité est plutôt importante, et le temps de rémédiation, ou le temps de correction est estimé à 2 minutes. » Là, c'est vraiment la logique sonar, appliquée à l'éco-friendly. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait en fait. Alors pour y arriver, on a en fait acheté 5 scanners. Je suis toujours dans ma métaphore médicale, bien sûr. On a un scanner Java, ben ça c'était logique pour traiter, donc regardez la petite icône au-dessus, c'est que j'ai besoin de faire passer dedans des lignes de code Android, Java Android. Kotlin, et là c'est le premier problème, c'est que c'est pour ça qu'on rame un peu sur la partie Kotlin, on n'a pas pu acheter un scanner sur étagère, donc on est en train de bidouiller pour avoir un scanner Kotlin qui se connecte à SonarCube. Voilà. Donc j'ai mis une petite étoile, c'est du bidouillage, on ne peut pas l'acheter en catalogue si je puis dire. Pareil pour Swift, on en avait besoin pour l'analyse de code iOS. Pareil, c'est pas si simple, on ne peut pas acheter un scanner Swift qui se connecte sur SonarCube. XML, il y a un scanner XML, alors ça nous a servi aussi bien à côté Android, vous savez, les manifestes et tous les fichiers ressources, on va fouiller dedans pour trouver des codes SML. Et côté iOS aussi, les playlists, c'est des fichiers XML. Donc. Et on avait aussi besoin d'un scanner Groovy, parce que les fichiers Gradle en Android, c'est du Groovy. Parce qu'en fait, on va regarder partout où se nichent des codes SML. Quand on dit code, je sais que c'est perturbant, on s'imagine uniquement, par exemple, le Java. Mais le XML aussi, et le Gradle aussi, c'est du code. Donc on va regarder partout où il y a des codes SML. Donc il nous faut en fait plusieurs scanners. Voilà, alors c'est un projet en fait qui est totalement open source, qui est sur GitHub. Alors j'ai mis des liens vers le projet qui s'occupe d'analyser des projets Android en Java, celui qui s'occupe d'analyser des projets Android en Kotlin, et celui qui s'attaque à l'analyse de projets iOS en Swift. Voilà où on en est côté mobile. On a 3 plugins différents. Et pour faire avancer ça, ce qui marche presque le mieux, c'est que tous les ans, on fait un énorme hackathon. Cette année, il aura lieu à Paris le 25 et 26 mai prochain. C'est essentiellement des développeurs dans des entreprises qui se disent « Bah ouais, c'est chouette comme idée, alors on va venir vous aider, on est plus d'une centaine à chaque fois. » Donc c'est ça qui fait quand même avancer le produit. Et puis sinon, en fait, ce produit, enfin cette démarche, elle est soutenue par une association. On est enfin une association qu'on a appelée la Green Code Initiative. C'est une association loi 1901 dont le siège est basé à mon université. J'ai un éminent membre dans la salle également. On fait partie de la Core Team. Alors ce qui est chouette, je le dis, si ce truc-là vous intéresse, maintenant on peut faire du mécénat de compétences. C'était déjà le cas, il y avait des salariés où l'entreprise aimait l'idée et libérait un peu de son temps pour qu'ils viennent nous aider. Mais c'est pas très jouable à long terme, alors que maintenant qu'on est une asso, l'entreprise peut faire un don de temps et a un avantage fiscal en contrepartie, et on espère vachement que des grosses structures nous prêtent en fait des ingénieurs pour nous aider à faire avancer ces produits-là, parce qu'il y a évidemment plein de choses qui ne sont pas au point, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire, etc. Il y a des grosses attentes
pour faire cette approche au-delà du mobile, par exemple. Là, je vous parle de mobile, mais il y a des gens qui veulent faire la même chose pour l'IA, la même chose pour le cloud, etc. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Voilà. Donc, voilà, ça, en fait, c'est un appel, oui, rejoignez l'équipe médicale, c'est un appel, c'est comme toujours en open source, c'est un appel aux bonnes volontés pour faire avancer cet outil, quoi. Je finis la consultation sur ça, et bon, il y a plein de sujets. L'analyse de code et les codes SMEL, bon, c'est évidemment un gros sujet. J'avais écrit un article aussi sur l'impact écologique entre du natif et du cross-platform. Jamais personne n'avait étudié cette question sous cet angle-là. Donc j'ai fait ça avec des collègues de GreenSpector et puis d'un développeur mobile. Donc si ça vous intéresse, en fait je travaille sur plusieurs sujets, sur numérique et production de logiciels, quoi. Voilà. Voilà, merci. Si vous avez des questions. Ouais. Est-ce que vous serez présent à Better Software l'année prochaine en Italie, à Bologne? Non, je ne savais pas. Alors, il me demande si j'étais présent. Il faut que je répète les questions au micro. Tu me demandes si je serais présent à l'événement Better Software. Non, je ne savais pas que ça existait et non, je ne serais pas présent. En fait, il se trouve que mon métier, c'est d'être dans des conférences scientifiques et accessoirement, je viens à ce genre de conférences pour faire connaître un petit peu ce que je fais. Donc, je suis plutôt dans les conférences dites scientifiques, en fait. Voilà. Ouais. Bah, vas-y. Alors, ma question est simple. Est-ce que tu as une idée de à quel point les gens sont sensibilisés au Green IT, que ce soit pour la téléphonie ou l'ordinateur en général, en France, peut-être au-delà? Alors, donc tu me demandes le niveau de sensibilisation au Green IT au sens général. Clairement, les Français sont en avance. On l'a vu pour plusieurs raisons. C'est que y a la réglementation. On est les seuls pays à avoir une réglementation, une loi. Hein. Et puis, j'en ai parlé un petit peu. Et des outils. Je sais plus où j'ai mis ça. Ça, il n'y a que nous. Moi, je sais qu'aux États-Unis, ils comprennent même pas de quoi on parle. Une empreinte carbone et un logiciel, ou même du numérique, ils savent même pas de quoi on parle. J'ai déjà testé, hein, donc ils me regardent en me disant ça a l'air chouette, mais je vois pas le problème. Bon. Donc la France, pour le coup, est en avant. Et il y a une stratégie qui s'appelle la stratégie d'accélération numérique éco-responsable, portée par l'État, France 2030. Donc il y a des investissements autour de ça. La France est clairement un leader, selon moi, hein, sur ces sujets-là. Et l'Union européenne, je dirais un degré moindre. Un degré moindre. On est vraiment en avance. L'Union européenne nous a jamais demandé de faire ça, la loi RIN ou le RGSN. Ça part vraiment d'une initiative franco-française. C'est la France qui pousse, en fait. Ouais, c'est vraiment la France qui pousse. Exactement. Cocorico. Et d'ailleurs, je vous disais, les outils, c'est pas un hasard. Les outils, je sais plus où je les ai mis, voilà. C'est pas un hasard que tout ça est 100% français. Alors maintenant, on en a un petit peu en Allemagne, en Italie, machin, mais en fait, on est vraiment parti en avance, quoi. Donc GreenSpector, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'il est dans la place. Pour le coup, il avait un coup d'avance. C'est une entreprise nantaise. Ouais, on est vraiment en avance. Ouais. Il me semble que sur les marchés publics, souvent on demande même la démarche Green IT, est-ce qu'il y en a une ou pas Alors, ça peut être un critère pour la sélection. Oui. Alors, donc la question, je suis obligé de répéter, c'est sur les marchés publics, on voit de plus en plus cet étiquetage Green IT pour remporter les marchés. Alors, en fait, le problème du Green IT, c'est qu'il recouvre des choses qui sont complètement différentes. Par exemple, les achats responsables, c'est souvent de ça qu'on parle, mais c'est hors sujet d'un développeur comme moi. Le fait d'acheter du matériel avec un indice de réparabilité ou du recyclage, etc., c'est du Green IT, mais c'est la partie hardware qui ne me concerne pas vraiment, en fait. Je suis beaucoup plus... Enfin, j'aimerais bien voir ce que les marchés publics qui produisent du logiciel, l'État produit du logiciel, hein, est-ce qu'ils sont obligés d'avoir une coloration green? Peut-être. Mais si c'est oui, alors ils vont venir nous voir. On est quasiment les seuls à avoir un outil qui va dans ce sens-là. Donc voilà, le Green IT, c'est plein de choses. Tout ce qui est achat responsable, achat matériel responsable, c'est un truc que je regarde pas, quoi, que j'adresse pas. D'ailleurs, j'ai pas prononcé plus que ça le mot Green IT, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Moi, je m'adresse à la partie software. On est moins nombreux.
Oui, David. Ouais, une remarque sur les marchés publics. Moi, je travaille sur Enfin, ouais, petite dans un projet qui est sur le ministère. Et en effet, on voit cette appétence arriver. Mhm. Le ministère demande sur les différents projets, est-ce que vous avez une partie sustainability dans vos développements, dans vos applications, etc. On sent les choses arriver quand même. Ouais. Et pour compléter aussi donc, ce que tu disais, donc la conf est une conf sur le mobile. Donc, je suis collègue avec Olivier chez EcoCode, donc plutôt côté dev. Et il y a aussi la même partie côté back. Il n'y a pas que du mobile. Oui. Vraiment concentré sur le mobile. Il y a beaucoup d'autres choses pour les autres langages qui existent aussi. Ouais. Alors, je suis chef de file côté mobile, donc je parle de ce que je connais, mais effectivement, l'idée, c'est ce qui s'est passé. Les gens se sont dit, on va faire la même chose pour le back, la même chose pour le web, la même chose pour... Et donc, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui plein de plugins. Je représente que la partie mobile pour une raison historique et que c'était mon sujet de travail. Mais en fait, c'est ça. Les gens sont venus nous rejoindre en disant, on va faire comme vous, pour du Python. Ok, pas de souci. C'était ça la force de l'open source. Chacun est libre après de faire évoluer le produit, quoi. J'avais une question sur une des parties iOS. Est-ce que tu peux revenir sur le Ah oui. Keep screen. Tu disable donc le timer. Ouais. Okay. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire, est-ce qu'il n'y a pas une fonctionnalité sur iOS ou Android, de dire ok on le disable, mais automatiquement je te mets un timeout. Au bout du timeout, on va te le renable. Est-ce que ça n'existe pas, ce genre de mécanique qui sécuriserait un peu? Ah mais ça c'est un quick fix du coup. Ouais. Si, ce serait top. Oui. Donc, je suis obligé de répéter. L'idée est très bonne, mais c'est la suite des analyseurs de code, c'est la réparation, repair ou quick fix. C'est que quand il voit ça, non seulement il flag en disant c'est pas top, mais surtout il enlève cette ligne et il rajoute un bloc de code à la place qui réactive un timer automatiquement au bout voilà, etc. Bien sûr, ça consiste du coup à réparer le code actuel en le modifiant automatiquement. Ah, ça c'est le top. C'est le top. Mais c'est là où nous on s'est arrêté là parce que Sonar, mais pour l'instant, or c'est plus le cas maintenant, il part de l'IA, fait des quick fix maintenant. Donc il est capable de réparer votre code par des mécanismes d'IA, peu importe à la limite, mais ça pour moi c'est top pour ce qu'on est en train de faire ici. C'est maintenant on peut corriger automatiquement ou rectifier le code des développeurs automatiquement. Alors là ça c'est chouette. Ouais. Bon, dans votre papier, vous avez étudié préliminairement l'impact des applis qui sont sur plusieurs plateformes. Ouais. Est-ce que cela nous intéresserait de dresser Linux également, parce qu'on a Linux Mobile qui tente d'utiliser les mêmes applis que sur le desktop? Alors, on s'était concentré sur un petit sous-ensemble. On peut effectivement rajouter d'autres plateformes. Le problème qu'on a souvent, c'est la mesure. C'est qu'on veut bien dresser une plateforme, mais il faut être capable de faire de la mesure énergétique. Et je vous pose la question, comment faire de la mesure énergétique sur une plateforme iOS ou Android? Eh ouais. C'est sûr. Il y a un abonnement. Non, mais en fait, c'est ça qu'on se rend pas compte, il n'y a pas d'outil. Il n'y a pas d'outil. Des entreprises, oui, mais c'était pour... Mon spoiler, c'était qui est capable de faire ça? Personne, sauf peut-être une start-up spécialisée comme Inspector qui fait partie de mon papier. Donc moi, je peux cibler éventuellement une autre plateforme dès lors que à côté, j'ai un outillage qui me donne des joules, parce que l'énergie se mesure en joules, sur une exécution du logiciel. Et en fait, c'est un peu là-dessus que ça coince. Et d'ailleurs, le gros défaut de ce papier que j'ai écrit, c'est pour ça que c'est une préliminaire, c'est que pour iOS, j'ai plein de valeurs manquantes, parce qu'on n'a pas réussi techniquement à récupérer des valeurs. Par exemple, ça a merdé. On les a eues sur Android, mais on les a pas eues sur iOS. iOS, c'est horrible. C'est fermé, de toute façon, mais c'est très compliqué de faire de la mesure énergétique d'application sur iOS. De l'extérieur, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ouais, je crois que c'est toi. Sur la ligne du bureau, c'est possible ou pas? Sûr? Puisque, tu semblais dire que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'outils sous un Linux bureau, c'est possible ou pas? Ah, ça, je sais pas, je le disais juste, on pourrait se lancer là-dessus si quelqu'un me dit, t'inquiète pas, c'est facile, on peut mesurer avec tel ou tel outil. C'est juste que j'ai pas regardé. C'est ça que je veux dire. Faut des bras. Faut des bras, ouais. Après, faut de la main-d'œuvre pour faire les mesures, les statistiques qui vont avec, etc. Mais ce serait faisable, tout à fait. Ouais. Tout à l'heure, vous avez évoqué rapidement les conditionnels sociaux. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Ouais. Alors,
si je peux y aller directement, ce sera... Je me suis trompé. Voilà. Alors. Donc ça, c'est tous les cosmels. Alors, les sociaux, ils sont là. Alors, je vais prendre celui qui fait un peu polémique. Dans la catégorie inclusion, j'ai prévu le genre grammatical. Les genres. Est-ce qu'une appli est genrée? Alors en fait, il se trouve qu'on peut, dans Android, il y a une API qui s'appelle inflexion grammaticale et qui permet en fait de prendre en compte le genre de l'utilisateur pour genrer toutes les phrases. Ça se fait à travers en fait les ressources de type chaîne qui sont féminins, masculins ou neutres. Et en fait, une application dite social friendly aurait parmi l'ensemble des critères le fait que l'application doit être genrée. Et c'est la même technique. Et vous mettez ça en sonar et ça marche. Il peut vous dire, attention, il faut le voir dans le mode négatif, vos chaînes de caractères, c'est-à-dire toutes les phrases, il y en a un paquet, qui vont apparaître à différents endroits, sont exprimées de manière non genrée. Or, si vous voulez être inclusif socialement, il faut les genrer. Vous voyez, pousser le raisonnement jusqu'à là. Ça, par exemple, ça c'est dans la catégorie privacy, je crois que j'ai mis. Ouais, privacy. En fait, tout ce qui est vie privée, je m'étais dit, ça va dans la partie sociale, en fait. C'est que dès que quelqu'un fait téléphonie manager, point, enfin bon, c'est sur un objet téléphonie manager, et il invoque la méthode getDeviceID, je lève je souligne la ligne en rouge en disant c'est pas terrible en fait, et je donne un plan B, je dis pas c'est nul, je dis juste que je suis parti où, voilà. Vous pouvez plutôt utiliser cet identificateur là qui est un fake, enfin c'est un truc totalement fictif qui ne permet pas du tout de traquer les gens en fait. Ça sert à identifier le périphérique, mais ça contient aucune information dite privée. C'est un numéro en fait quasiment généré. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de lien avec le périphérique physique qui permettrait éventuellement de faire un tracking derrière. Donc c'était la même idée. Je suis pas allé au bout de la logique, mais vous comprenez, tac, ah bah oui, tiens, on peut détecter ça par analyse statique, etc. Et du coup, pour avoir un score et social et environnemental. Bon, ça n'a pas plus marché que ça, au sens où les gens ne sont pas forcément venus nous aider à faire cette partie-là. Mais en tout cas, le terrain, il est là. On peut faire la même idée, on peut faire des social code smell, en fait. Voilà. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir une même démarche sur la partie intelligence artificielle? Oui. Vous êtes concentré sur les applications mobiles. On sait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a sans doute un impact économique beaucoup plus important. Alors, la question est... Répétez la question, oui. Est-ce que je pense que la démarche peut être portée, enfin, être similaire pour la partie intelligence artificielle? Clairement, je pense que... c'est juste que je ne suis pas assez expert, parce au départ, il faut un expert d'un domaine, les typologies dont je parlais, pour être capable de dire qu'est-ce qu'un cosmel, enfin, essayer d'en trouver. C'est ça qui est un petit peu difficile. Lors des hackathons, les gens brainstorment pour essayer de trouver des cosmels. Clairement, ça va se faire. Je pense notamment, prenons un exemple. Si vous êtes capable de dire, quand vous utilisez PyTorch ou TensorFlow en Python, et vous pouvez dire que telle ou telle instruction est plus ou moins bonne, vous pouvez du coup la détecter, ça va être révolutionnaire. C'est évident que je parle du mobile, bon, pour des raisons historiques, mais je pense que le business, il va se faire sur la partie éco-code pour intelligence artificielle. On va scanner des millions et des millions de lignes de code Python qui utilisent des librairies type PyTorch ou je sais pas, TensorFlow ou je sais pas quoi, et on va flaguer les lignes en disant ce que tu as fait là, c'est pas top, tu n'aurais pas dû mettre le 4e paramètre de telle méthode à 10, tu aurais dû le mettre à 5 et ça. Ça va tout changer. On va modifier c'est vraiment massif, l'idée d'automatique, c'est de massifier ça pour tous les développeurs. Vous avez compris l'idée, c'est pas de raisonner petit, c'est de voir grand. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais seul problème, pour moi, c'est de trouver quels sont les codes smell dans le contexte de l'IA. Une fois qu'on les a, dans un catalogue, on les code dans Sonar. C'est parti. Voilà. Oui. Moi, je voudrais être certain que... Enfin, je voudrais juste savoir si c'était les vidéos, les applis avec des vidéos qui consomment le plus. D'autre part, je voudrais savoir... sais pas. Est-ce qu'ils déjà ils font des efforts, genre tous les YouTube et compagnie?
Et d'autre part, je voudrais savoir, est-ce que vous mesurez aussi, genre en branchant un ampèremètre sur le mobile, ou vous avez d'autres questions? Alors, c'est la question qui tue à chaque fois. Alors, la première question, c'était est-ce que c'est les applis qui contiennent des vidéos qui seront plus énergivores? J'ai pas la réponse, mais il se trouve que c'est vrai que les rankings de GreenSpector mettaient toujours des mauvaises notes à, par exemple, TikTok, ou parce qu'effectivement, les applis à base de vidéos ont tendance, son et vidéo, hein, il y a les deux en même temps, plus appel réseau en pagaille, avaient tendance effectivement à pomper énormément. Mais moi, je suis à un niveau de granularité beaucoup plus petit. Vous voyez, c'est des lignes de code bien précises qu'on peut améliorer. Moi, je suis pas au niveau feature, finalement, dans ce que j'ai montré. Enfin, je veux dire, je sais pas quelle est l'intention de l'application au final. Je suis vraiment sur des tout petits réglages. Est-ce que je désactive ou pas le timer pour l'écran? Mais je sais pas ce que fait l'application au final. Bon. Le deuxième, c'était... je viens d'oublier. Ah oui, alors, en fait, je critique TikTok, mais en fait, c'est des boîtes qui, de toute façon, font des efforts d'optimisation, en fait, quand même. Il y a une technique que j'aime bien, c'est les versions light. Vous savez, Facebook a une version light, YouTube a une version light, etc. Et qui était elle-même prévue pour s'installer sur Android Go. Android Go, c'est l'OS d'Android allégé pour les périphériques à contraints, on va dire. Je ne sais pas si vous connaissez cette édition spéciale. C'est pour les pays émergents, en fait. Et donc on peut programmer une application version light pour cibler c'est une très bonne démarche. Voilà. Donc il y a des gens qui font des efforts, bien sûr. Et le troisième, j'ai aussi oublié. Alors, mesurer, à la mesure, ça c'est le gros problème. Comme je l'expliquais, la mesure sur mobile est très complexe. D'où sont partis ces codes SMEL? Pourquoi cela et pourquoi pas d'autres? C'est un mélange en fait de documentation. Il se trouve que là, j'ai pas pris trop de risques. Ce que j'ai pris, c'est que dans la documentation elle-même, des ingénieurs de chez Google et iOS, ils mettent clairement, pour ne pas vider la batterie, il faut faire ci ou il faut faire ça. Donc ça, c'est du pain béni. Enfin, je ne vais pas contester ce que disent les ingénieurs qui ont créé l'OS, quoi. Ensuite, c'est les papiers de recherche. Bon, ça, c'était mon job. Il n'y en avait pas énormément, mais il y en avait qui disaient, voilà, j'ai mesuré avant, après, et on pense que telle ou telle ligne de code n'est pas top. J'ai repris à mon compte. Et après, c'est essentiellement de la discussion avec des développeurs, sans mesure avant-après, ce qui nous est toujours reproché. Lors du hackathon, les gens brainstorment, mais par exemple, ils nous disent, moi, je pense qu'il ne faut pas faire ça ou faire ça, mais il n'y a aucune mesure qui vient attester ça, une mesure en termes de joules, j'en parlais, qui vient attester ça. Parce que c'est compliqué. Il faudrait répéter l'expérience, vous comprenez, sur des grands... Enfin, on ne peut pas juste mesurer des micro-joules. Il faut imaginer l'instruction répétée des milliers de fois. Bon. C'est du bon sens, en fait. On discute avec les développeurs qui nous disent, moi, je pense que si tu désactives tel truc dans telle API, c'est mieux. Mais il n'y a jamais de mesure qui suit après. Ça nous est souvent reproché. Mais bon... C'est comme ça qu'on avance pour l'instant, en fait. Voilà. Voilà. Merci.